Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Sur Sud Radio, chacun s'exprime et j'y tiens. C'est essentiel. Et ce matin, comme invité pour une première grande matinale radio, Raphaël Arnaud, député NFP, Nouveau Front Populaire, député LFI du Vaucluse. Bonjour. Merci d'être avec nous, député du Vaucluse, député d'Avignon, première circonscription du Vaucluse. Alors, Raphaël Arnaud, d'abord, quel âge avez-vous ? 29 ans. 29 ans, tout jeune député, c'est la première. Vous êtes entré à l'Assemblée nationale, vous découvrez ce monde parlementaire. Et là, vous découvrez un nouveau Premier ministre, qui est beaucoup plus âgé que vous. Qu'a-t-il dit hier, Michel Barnier ? Je veux répondre aux défis, aux colères et aux souffrances des Français. Est-ce que vous le croyez ? Non. Non ? Quelle grande surprise. Mais non, je ne le crois pas, parce que c'est tout simplement la continuité de ce que fait Emmanuel Macron maintenant depuis son premier et son deuxième mandat. En fait, le nom de Michel Barnier, c'est une chose, mais ça aurait pu en être un autre. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron cherchait quelqu'un qui allait appliquer sa politique. Et en plus de ça, avec la petite nouveauté ces derniers mois et ces dernières années, de passerelles de plus en plus tendu clairement au Rassemblement national, puisque ce nom de Premier ministre est apparu lorsque Marine Le Pen a adoubé finalement ce nom, en tout cas dans un premier temps. Donc ouais, c'est sûr que ça... Vous pensez que c'est Marine Le Pen qui a choisi Michel Barnier, quoi. Dire que Marine Le Pen a choisi Michel Barnier, c'est un peu exagéré. En tout cas, c'est bien Emmanuel Macron qui l'a choisi. Non, c'est bien Emmanuel Macron qui l'a choisi. Par contre, c'est certain qu'il y a une sorte d'accord tacite avec Marine Le Pen, et c'est la continuité, encore une fois, de ce que fait Emmanuel Macron. Je crois que tout le monde l'a oublié dans ce pays. Le choix d'Emmanuel Macron de bordéliser le pays quand même en prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est une demande de Jordan Bardella et du Rassemblement national juste avant les élections européennes. Puis il y a le résultat des élections européennes où le Rassemblement national, il est vrai, arrive premier, et Emmanuel Macron accepte du coup la proposition du Rassemblement national en nommant la dissolution de cette Assemblée. En choisissant de dissoudre l'Assemblée. Vous pensez que c'est le Rassemblement national finalement qui gère la politique française, quoi. En tout cas, tant qu'Emmanuel Macron décide, effectivement, il leur laisse une très grande place. Oui. Bien, 142 députés, le Rassemblement national, ça vous ne pouvez pas l'éviter, vous ne pouvez pas l'ignorer. Donc un rôle important. Comme le vôtre d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, avec une Assemblée ingouvernable, avec des censures, des motions de censure qui s'annoncent à l'horizon. Michel Barnier a un travail considérable devant lui. Mais un mot quand même. Tout l'été, vous nous avez parlé de Lucie Castet. Oui. Absolument tout l'été. Encore aujourd'hui. Oui, enfin c'est du passé quand même, non ? C'est pas du passé, non, on maintient le fait qu'il faut un gouvernement Lucie Castet, parce qu'aujourd'hui... Non mais il y a un gouvernement, vous n'avez pas... Mais moi je vous dis qu'on va voter une motion de censure, ça c'est une certitude. Vous allez voter une motion de censure. Bien évidemment. Quoi qu'il arrive. Voilà, notre but ça va être de faire tomber ce gouvernement et d'imposer la démocratie dans ce pays, c'est-à-dire le fait d'imposer le NFP qui a été victorieux sorti de ces élections, certes avec une majorité très relative. Pas très relative, très majorité. Majorité très relative, parce qu'on reste le groupe majoritaire. Majorité très relative. C'est qu'on reste le groupe majoritaire. Oui. Ni plus ni moins. Oui, mais sans majorité à l'Assemblée. On reste le groupe majoritaire à l'Assemblée, donc c'est à nous de former un gouvernement. Mais Raphaël Arnaud, il y avait une possibilité d'avoir un homme de gauche à la tête du gouvernement. Avec Bernard Cazeneuve. Mais quoi ? En fait, ça vous fait sourire, Bernard Cazeneuve ? Bien sûr que oui, ça me fait sourire, parce qu'Emmanuel Macron ne veut pas de la gauche au gouvernement, tout simplement. Mais c'est vous qui n'avez pas voulu de Bernard Cazeneuve. Mais ce qui s'est passé... Mais c'est vous. Mais Bernard Cazeneuve... Vous avez dit on va le censurer. Je vous ai dit, Jean-Jacques Bourdin, au début de cette interview, peu importe le nom, que ça soit Michel Barnier, un homme Bernard de gauche Cazeneuve, ou pas ? Peu importe le nom. Est-ce que c'est un homme de gauche, Bernard Cazeneuve ? Mais peu importe, en fait, ce qu'on pense de Bernard Cazeneuve. Le fait est qu'Emmanuel Macron cherchait quelqu'un qui puisse appliquer sa politique. Donc que Bernard Cazeneuve se considère de gauche ou pas de gauche, ça n'a pas de sens tant qu'il a... Ce qui est important, c'est la politique qu'il appliquerait la politique de... Mais c'est ce qui allait se passer. C'est ce qui allait se passer. Sinon Emmanuel Macron ne l'aurait jamais proposé. Vous n'avez pas voulu de Bernard Cazeneuve parce que vous pensiez que Bernard Cazeneuve allait appliquer la politique d'Emmanuel Macron. Depuis quand Bernard Cazeneuve a soutenu le programme du Nouveau Front Populaire et a soutenu le Nouveau Front Populaire ? Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, la gauche, alors pour le coup majoritaire à gauche dans ce pays, c'est quand même le Nouveau Front Populaire. C'est ce qui a fait se déplacer
des millions d'électeurs. Majoritaire. Voilà, à gauche je parle, à gauche. Ah bon, à gauche, oui. À gauche, ce qui est majoritaire, c'est la politique du Front populaire, c'est-à-dire c'est cette unité entre les différents partis, et donc doit émaner de cette coalition des gens qu'on a choisis, je l'espère, entre ces quatre composantes du NFP. Rappelez-moi le score du NFP au premier tour des législatives. Il me semble que c'est 28%, c'est ça ? Voilà, bravo. 28%. Bon, ça, c'est pas très majoritaire, 28%. Rappelez-moi le score du NFP au second tour des législatives. Jean-Jacques Bourdin. Oui. Les Républicains, c'est quoi le score ? Alors, je l'ai plus en tête. Mais c'est la quatrième force de ce pays, et pour autant, on nomme Premier ministre quelqu'un qui émane de ce groupe politique. Une coalition. Mais c'est faux. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, il est clair de la part d'Emmanuel Macron, c'est de continuer sa politique coûte que coûte, quitte à nier le résultat démocratique. Encore une fois, moi je pense que la seule force qui est acceptable dans ce pays, qui a montré une certaine ligne directrice, c'est d'appliquer une politique qui sorte la France. Et vous ne voulez pas être censuré, c'est ce que vous avez dit. Non, nous on souhaite gouverner, évidemment. Mais surtout, on ne veut pas être censuré. Tout le monde, qui voudrait d'un gouvernement qui soit censuré ? Vous censurez Barnier, sans problème. Mais évidemment, qu'on censure Barnier, il n'a rien à faire là. C'est-à-dire qu'il représente le groupe, encore une fois, politique, qui est arrivé 4e au résultat des élections législatives, et encore une fois, d'un président complètement esselé. Raphaël Arnaud, demain vous allez manifester. Évidemment. Vous allez manifester dans la rue. Oui. Avec LFI. Oui, les socialistes ne viennent pas. Que LFI, c'est les organisations de jeunesse qui ont appelé dans un premier temps. C'est les organisations de jeunesse qui ont appelé. Proche de LFI, oui. Dites-moi, le PS ne vient pas. Effectivement, j'ai entendu ça. J'ai entendu ça, que le Parti socialiste avait fait le choix. Vous cherchez quoi ? Parce que vous demandez la destitution d'Emmanuel Macron. On est bien d'accord, par des voies légales. On est bien d'accord. Article 68 de la Constitution, je crois que c'est 80 ou 82 députés qui ont signé la destitution d'Emmanuel Macron. Oui, tout à fait. On en est là. On est loin du compte. Donc vous n'y arriverez pas légalement. Par l'article 68. Non, attendez. Comment ? Monsieur Bourdin, ça c'était pour déposer. Oui, mais vous en êtes à 82 68. Depuis 3 jours, mais ça bouge pas. Non mais attendez, ça c'est pour déposer l'article 68. On a besoin de 58 députés. Ensuite, après... peut se jouer quelque chose dans le pays. Alors évidemment, après ça se joue au bureau de l'Assemblée nationale, puis entre les deux chambres du Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est vrai que ça va pas être une mince affaire. Vous y croyez ? Non, mais ça va être difficile. Et justement, je pense que si et dans ce pays il y a un mécontentement quand même qui s'exprime assez grand contre la politique d'Emmanuel Macron, et effectivement, suivant ce qui se passe dans ce pays, suivant les pressions populaires aussi par la rue, aussi par des manifestations. J'allais venir. C'est une réalité. Ça peut peser dans la politique de ce pays. Quel est l'objectif de cette manifestation de demain ? Quel est l'objectif ? Il est simple, c'est d'une part de montrer notre mécontentement face à ce coup de force d'Emmanuel Macron, et de montrer qu'il y a des gens qui continuent à se mobiliser. Vous savez, je pense qu'il y a un enjeu. Ça ne va pas plus loin. Mais comment ça va pas plus loin ? Est-ce que vous envisagez, s'il n'y a pas de destitution parlementaire par le Parlement, est-ce que vous envisagez une destitution par la rue ? C'est-à-dire une destitution par la rue. Un mouvement populaire, forme de révolution de la rue, qui pousserait Emmanuel Macron à quitter le pouvoir. Est-ce que vous demandez ce matin à Emmanuel Macron de quitter le pouvoir ? Non mais en fait ça marche pas comme ça. Déjà Emmanuel Macron, ça marche pas comme ça. Moi je vous demande quel est votre objectif. Je vous dis ce que vous avez derrière la tête. Je vais vous donner mon objectif. Alors. Déjà, je ne vais pas demander à Emmanuel Macron s'il veut bien partir, parce que je pense qu'il en a rien à faire, et manifestement il en a rien à faire même lorsqu'on gagne des élections, donc je ne vais pas lui demander s'il veut bien souhaiter partir. Mais vous avez exigé son départ, vous exigez son départ. En tout cas, on va se battre, c'est une certitude, pas de chance. S'il espérait qu'on se taise et on se résigne, parce que là se joue dans ce pays justement quelque chose de très fort, c'est que ces dernières semaines c'est dur. C'est vrai que là quand on se réveille ce matin c'est dur, on a à nouveau un Premier ministre à la solde de la politique d'Emmanuel Macron et même potentiellement de l'extrême droite. Donc c'est très difficile ce réveil quand on est de gauche dans ce pays. N'empêche qu'il s'est passé un truc, c'est que ces dernières semaines, Emmanuel Macron, je pense, a tourné en rond pendant longtemps pour réfléchir à comment éviter que la gauche, justement, accède au gouvernement et ne serait-ce que fasse passer une seule des réformes qu'on veut faire passer. Une seule, l'abrogation des retraites, l'augmentation du SMIC, peu importe. Une seule de ces mesures ferait que
tout à coup, toute la politique menée ces 10, 20, 30, 40 dernières années, c'est un coup d'arrêt à ces politiques. On nous dit que c'est pas possible de mener des politiques sociales. On aurait fait la preuve du contraire. Et ça, Emmanuel Macron et l'ensemble de ce camp-là a la trouille de ça. Emmanuel Macron a la trouille. Et je veux dire aux Français et aux Françaises qui se mobilisent, surtout la résignation, c'est notre pire ennemi. Bon. Parce que ce qu'envoie Emmanuel Macron, c'est très grave pour la démocratie. C'est l'idée de dire, n'allez pas voter, ça ne sert à rien. Nous, ce qu'on veut dire, c'est si ça sert à quelque chose de se mobiliser, et dans les urnes, et dans la rue. Donc vous demandez dans la rue, mais quel est votre objectif? Est-ce que vous voulez notre objectif, il est simple, c'est destituer Emmanuel Macron? Mais oui, effectivement, c'est un des objectifs. Vous voulez le chasser du pouvoir. Vous voulez le chasser du pouvoir. Mais vous pouvez utiliser les termes que vous voulez. Nous, on souhaite qu'il arrête ce que vous avez dans la tête. Il arrête de plonger le pays dans le chaos et qu'aujourd'hui, il faut absolument reprendre en main. Il faut absolument reprendre en main ce pays. Vous voulez une élection présidentielle anticipée? Vous la souhaitez ou pas? En tout cas, s'il y a une destitution d'Emmanuel Macron, c'est ce qui va arriver forcément. Donc vous voulez une élection présidentielle anticipée? Dans cette situation, effectivement, c'est ce qui va arriver, oui. C'est ce que vous voulez. C'est ce qui va se passer. Moi, ce que je souhaite... C'est pas ce qui va arriver, ce que vous voulez. Moi, je veux savoir ce qu'il y a au fond de vous-même. Je vous dis ce que l'on souhaite et ce que je souhaite, c'est le respect de la démocratie, de ses institutions, du résultat des urnes et le respect de millions d'électeurs qui sont déplacés pour appliquer le programme du non-Front populaire. On est bien d'accord. Et cela passe. Mais c'est pas nous qui l'avons souhaité. C'est-à-dire que Emmanuel Macron aurait pu faire le choix de nommer Lucie Castet à la tête d'un gouvernement. Après, l'Assemblée nationale décide ensuite de si il doit y avoir une motion de censure, etc. Mais c'était aussi une manière de rappeler à Emmanuel Macron que ce Parlement a un poids dans ce pays et que c'est pas lui qui décide tout seul. Et donc, Emmanuel Macron décide de son rapport de force. C'est lui qui décide de ce rapport de force. C'est pas nous. Rapport de force. Bon, vous voulez chasser Emmanuel Macron du pouvoir. Les choses. Ça, c'est vous qui l'avez employé comme ça. C'est vous qui l'avez employé comme ça. J'ai pas dit que je souhaitais chasser Emmanuel Macron du pouvoir. Encore une fois, ce n'est pas nous qui avons décidé de ce rapport de force. Vous savez pourquoi? Parce que Jean-Luc Mélenchon ne rêve que d'une élection présidentielle anticipée. Pourquoi? Vous avez échangé avec lui? Je vous pose la question. Vous le croyez ou pas? C'est-à-dire est-ce que vous pensez qu'il ne rêve que de ça? Jean-Luc Mélenchon? Oui. Moi, je pense qu'il rêve que d'une chose, c'est qu'on puisse appliquer le programme de ce pourquoi on a convenu avec les différentes composantes électorales du nouveau populaire. Que ça passe par une élection présidentielle, pourquoi pas? Que ça passe par le respect de ces urnes, ce serait quand même le plus intéressant là. Manifestement, Emmanuel Macron ne le veut pas. En tout cas, moi, je pense que c'est ce qui anime Jean-Luc Mélenchon et l'ensemble des groupes qui composent ce nouveau Front populaire. C'est l'application du programme, ce pourquoi on se bat, une émancipation sociale dans ce pays. Bon, la réforme des retraites, dont vous demandez l'abrogation, vous allez demander. Oui, tout à fait. Vous avez vu que le Rassemblement national allait déposer, dans le cadre de sa niche parlementaire, une proposition de loi demandant l'abrogation de la réforme des retraites. Vous voterez? Je sais pas encore. Vous demandez l'abrogation de la réforme des retraites. Si le Rassemblement national la demande, est-ce que vous votez ou pas? Ça va être une bonne question qu'on se posera à ce moment-là. C'est une bonne question. Ce qui est certain, c'est une très bonne question, mais j'attends la réponse. C'est que nous, on prendra les devants. Oui. Et c'est ce qu'on a toujours fait. C'est-à-dire que le Rassemblement national peut bien dire ce qu'ils veulent pour faire plaisir aux Français. Vous voterez avec le Rassemblement national, sans hésiter. On sait comment. Non, pas forcément. Ça dépendra aussi de. Mais si le Rassemblement national vote avec vous, ça vous gêne ou pas? Mais j'ai envie de dire, on va pas interdire les gens de voter ou pas voter. Moi, ce qui est certain, c'est que je souhaite mener une politique, si possible, sans le Rassemblement national. Je me suis toujours battu pour ça, et j'essaie d'éviter qu'ils aient le maximum. Objectif, là. Vous avez le même non, objectif. on n'a pas tout à fait le même objectif. Là, en l'occurrence, si. Mais non, quand on entend Jordan Bardella. Abroger la réforme des retraites. Mais oui, mais en fait, ça, c'est les belles paroles du Rassemblement national sur l'aventure. Finalement, lorsque ça commence un peu, et on l'a senti lors de ce mouvement des retraites, lorsque ça commence un peu à chauffer pour Emmanuel Macron, tout à coup, on appelle à arrêter les grèves, à commencer à calmer les manifestations, etc. Parce que le Rassemblement national, encore une fois, c'est que de la parade. Et lorsqu'on peut enfin acquérir de nouvelles avancées sociales, tout à coup, le Rassemblement national, notamment sur l'augmentation des salaires, l'augmentation du SMIC, le Rassemblement national a voté contre. Donc ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Là, c'est de l'esbrouf un peu médiatique. Nous, en tout cas, c'est sûr qu'on se battra toujours pour l'abrogation des retraites et des avancées sociales. Pour reposer la question, parce que j'aime bien reposer les questions, si le Rassemblement national demande l'abrogation de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, vous ne savez pas si vous voterez. Je ne sais pas encore, ça dépendra de la configuration. Ça, c'est la première chose. Et deuxième question, si la réforme des retraites est abrogée, vous faites quoi? Vous savez que grâce à la réforme des retraites, de nombreux petits retraités touchent un peu plus à la fin du mois. Vous faites quoi? Vous récupérez l'argent qu'ont touché ces petits retraités?
Non, bien sûr que non, mais vous savez, il y a plein de gens aujourd'hui qui galèrent avec cette réforme des retraites. D'accord, évidemment qu'il y a des gens qui galèrent. Et donc, mais enfin, quand vous touchez 50 ou 70 euros de plus par mois, vous leur retirez ces 50 ou ces 70 euros? Non, bien sûr que non, et c'est aussi une augmentation de la pension des retraites qu'on souhaite mettre en place. Donc la réforme des retraites n'est pas si mauvaise que cela. Ah bah si, elle est mauvaise. Pour les petits retraités. Attendez, on s'est battu pendant des mois justement pour expliquer que cette réforme était mauvaise, ne serait-ce que par le départ de la retraite. Et effectivement, nous on souhaite une augmentation des pensions de retraite. Donc on souhaite évidemment aller bien plus loin que seulement des petites miettes. Et il y a aussi quand même une mesure pour nous qui est centrale, c'est l'augmentation des salaires. L'augmentation des salaires, je pense que c'est central dans ce pays et ça dit beaucoup de la situation un peu dans ce pays et qui se positionne pour ou contre. Le Rassemblement national, vous en avez parlé il y a quelques instants, a voté contre l'augmentation du SMIC et contre cette augmentation des salaires. Parce que ça, ce serait un coup d'arrêt, encore une fois, net, face à toutes les politiques qu'on nous a chantées pendant des années, qui mènent ce pays dans le chaos, et notamment le fait que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres s'appauvrissent. Raphaël Arnaud, on a beaucoup parlé de vous pendant la campagne législative, en disant le candidat fiché S. Oui, j'avais même plus de nom à un moment, c'est vrai. Oui, c'est vrai, non, le candidat fiché S. Mais vous êtes toujours fiché S? Mais j'en sais rien. Et vous ne le savez pas. Moi non plus. Et personne ne le sait parce qu'en fait, c'est des fichiers qui sont censés être 3 fois encore une fois. même. Mais oui, mais je sais pas. Je veux dire que j'ai appris ça par votre presse. Vous étiez fiché S parce que vous étiez militant d'extrême gauche, c'est cela? Militant antifasciste. Et je lutte contre l'extrême droite depuis des années. Fiché S parce que vous avez fait le coup de poing ou contre des militants d'extrême droite. Ça vous est arrivé. Mais en fait, vous me posez des questions sur des fichiers S, invitez des personnes de service de renseignement de la police et très certainement ils pourront pas vous répondre parce que justement le but de ces fichiers, c'est justement que ça ne soit pas public. Donc après que des militants et militantes soient fichés, malheureusement c'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années dans notre pays. La problématique quand même avec cette histoire de fichiers S. Et ça c'est pas une mince affaire. C'est qu'aujourd'hui, si je me retrouvais dans ces fichiers, ce serait gravissime. Parce que ça évoque quoi, la fiche S? Ça évoque terrorisme. C'est des fichiers qui ont été mis en place après les attentats du Bataclan. Qu'est-ce que je fiche dans ces fichiers-là? Qu'est-ce que fichent des lycéens qui ont bloqué leur lycée? Parce qu'il y a des lycéens de Parcoursup qui se sont rendus compte quasiment toute une classe. Il y a aussi des militants d'extrême droite qui sont fichés S à tort. Il y a des militants écologistes, des militants syndicalistes qui se retrouvent dans ces fichiers affiliés au terrorisme. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bins? Et surtout, ça dit quand même quelque chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a potentiellement, il y a quelqu'un qui est fiché S, qui est élu député. Enfin, qu'est-ce que ça dit de nos services de renseignement? Vous imaginez un peu la honte que c'est au niveau de nos institutions derrière pour aller expliquer aux autres partenaires européens, etc. En fait, on a des gens de nos fichiers S, où a priori il y a aussi des terroristes qui se retrouvent députés. Ça veut dire qu'il y a un problème d'un point de vue du renseignement, d'une part de ficher des militants et des militantes. C'est gravissime, parce qu'aujourd'hui, on est en droit de s'exprimer, notamment dans la rue. J'ai toujours participé à des manifestations, participé à des prises de parole, à des cortèges bien visibles, etc. Et donc, c'est très problématique aujourd'hui dans ce pays qu'on soit affilié à ce type de fichage. Les islamistes, c'est de la merde? Qu'est-ce que c'est que... C'est vous qui l'avez dit. Hein. Vous avez dit les islamistes, c'est de la merde. Vous l'avez dit? Mais quand ça, M. Bourdin? Je ne sais plus. Moi, j'ai lu il y a un moment. Il y a un contexte politique. Vous êtes d'accord ou pas? Mais c'est-à-dire les islamistes, c'est de la merde. Je ne sais pas ce que vous avez dit, moi, c'est votre pensée, c'est pas la mienne. Bon, alors, moi, je vais vous dire ce que je pense. C'est qu'aujourd'hui, dans ce pays, il y a une islamophobie complètement dingue. C'est-à-dire que sur tous les plateaux, surtout toutes les chaînes télévisées, on entend des propos absolument abjects des musulmans et des musulmanes. Par contre, peut-être, je ne sais pas d'où est tirée cette citation, et il serait bon de le rappeler. On a effectivement terroristes, j'imagine. Des terroristes, effectivement. C'est ce que vous avez voulu dire, peut-être. Effectivement, et c'est bien de parler de ce sujet parce que ça me tient à cœur. Nous, antifascistes, on s'est toujours mêlés de ces questions-là, à bras le corps. Et quand je dis à bras le corps, c'est vraiment à bras le corps. C'est-à-dire qu'on a des camarades qui sont partis combattre Daesh en Syrie, aux côtés des forces kurdes notamment, des forces progressistes, féministes, antifascistes, révolutionnaires. On est parti combattre Daesh nez à nez en Syrie. Des camarades antifascistes sont partis là-bas. Donc on a cette lutte à cœur. Et justement, de me retrouver dans ces fichiers, justement, qui sonnent terroristes aux yeux des gens, c'était d'autant plus grave et d'autant plus, ça blesse. Ça blesse, sachant qu'on a toujours été ces luttes-là, et on est même le fer de lance de ces luttes-là. Voilà. Peut-être que c'est tiré cette citation. Le port du voile, c'est féministe ou pas? Je vous dis ça, vous allez comprendre pourquoi je vous pose cette question qui paraît un peu basique. Mais est-ce que le port du voile, c'est féministe? Enfin, je suis désolé. Allez-y, Raphaël Arnaud, allez-y. Ça n'a aucun sens de poser la question comme ça. Vous savez pourquoi je pose cette question? C'est comme si je vous disais, Monsieur Jean-Jacques Bourdin, est-ce que le rouge à lèvres est féministe? Non, je vous explique. Ça veut rien dire. Je vous explique pourquoi.
Raphaël Arnaud, parce que tout à l'heure à 7h10, j'avais un témoignage très fort sur l'antenne de Sud Radio d'une Afghane, une jeune Afghane qui est réfugiée en France depuis 3 ans, qui est une athlète de haut niveau et qui, en Afghanistan, a été obligée de fuir son pays, évidemment, elle est réfugiée en France, qui est menacée de mort. Parce qu'elle est contre les talibans, parce qu'elle est contre ce qui se passe actuellement en Afghanistan. Mais elle n'est pas menacée de mort par les Afghans. Elle est menacée de mort en France, dans son pays d'accueil. Elle est menacée de mort au quotidien. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle dénonce le port du voile, parce qu'elle dénonce ce qui se passe en Afghanistan. Voilà pourquoi je vous pose la question. Alors j'ai pas entendu cette intervention. Vous savez qu'en Afghanistan aujourd'hui les femmes n'ont pas le droit de parler en public. C'est gravissime. Mais attendez, en fait, moi ce qui me déplaît un peu dans la situation politique, c'est qu'on essaye d'attribuer à la gauche de façon générale et à nos mouvements des caricatures. C'est pas des caricatures. C'est-à-dire que nous, mais on ne vous entend pas. Attendez, dans cette défense des féministes, dans cette défense Bourdin, des femmes on a toujours été du côté des femmes dans le monde entier. Dans le monde entier, on a été de ce côté-là. Et on soutient dans le monde entier, mais c'est pas on soutient comme ça. C'est qu'on a des relations avec des organisations féministes dans le monde entier. Et en Iran, et en Afghanistan, on se bat pour le droit des femmes. Partout. Mais je vous entends pas. Nous, ce qu'on souhaite... Je vous entends pas. Dans la rue, vous nous entendez je pas. vous entends pas défiler dans la rue. Monsieur Bourdin, ça va pas ou quoi ? Dans toutes nos manifestations féministes, on a justement des représentantes, notamment iraniennes, qui se sont exprimées dans nos manifestations féministes, qui sont d'ailleurs attaquées par l'extrême droite. À Lyon, j'en connais un certain sujet. Mais nous, on a toujours mis en avant ces questions-là. Je vous parlais de la question de la lutte contre Daesh. C'était aussi une lutte féministe aux côtés des Kurdes. Et il y avait des Kurdes, effectivement, qui portaient le voile, d'autres qui ne le portaient pas. Et alors, on va arrêter de se battre aux côtés des Kurdes parce qu'elles sont musulmanes et que certaines portent le voile. C'était une lutte féministe. La question n'est pas la question du voile. La question est la libération des femmes. Voilà. Moi, qu'une femme voilée puisse s'exprimer politiquement dans ce pays, puisse faire des études, puisse avoir un travail, puisse faire ce qu'elle veut, en fait, puisse faire du sport, etc. Oui, ça me parle. À partir du moment où on bride les femmes, là, ça commence à plus me parler. Peu importe qu'elles soient voilées, peu importe qu'elles mettent du rouge à lèvres, peu importe qu'elles portent une mini-jupe, je m'en fiche. C'est aux femmes de décider. Par contre, moi, ce que je souhaite, c'est toujours la liberté de la femme. Et peu importe où c'est, que ce soit en Afghanistan, en France, en Iran et partout ailleurs. Bien, merci à vous, Raphaël Arnaud, d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Je suis très content de vous avoir reçu. Encore une fois, ici, à Sud Radio, nous recevons tous les élus, quel que soit le bord politique, et ça c'est essentiel. Il est 8h58, Patrick Roger sera avec nous, avec vous, d'ici quelques minutes après les infos.